Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 au sommaire de cette édition. Les députés de l'opposition envahissent la tribune de l'hémicycle et essayent d'empêcher le déroulement du vote, la loi de finances 2016 adoptée à la majorité. L'Amamra indique à partir de Paris que l'Algérie apportera toute sa contribution pour le succès de la conférence sur les changements climatiques. Tenue demain mardi à Alger de la 7e réunion ministérielle ordinaire des pays voisins de la Libye. International, la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen rejoint la position de la France et se montre ainsi ouverte à la participation de troupes syriennes du président Bachar el-Assad à la lutte internationale contre Daesh. Scène inédite ce matin au Parlement, les députés du FFS, du Parti des Travailleurs et de l'Alliance Verte ont envahi la tribune de l'Assemblée populaire nationale, empêchant le déroulement du vote du projet de la loi de finances 2016. Les élus munis de pancartes scandent des slogans hostiles aux privatisations et aux hausses des prix. Des échanges virulents entre les députés contestataires et ceux de la majorité du FLN débouchent sur des bousculades. S'ensuit alors une anarchie jamais vue dans l'hémicycle. Malgré tous ces aléas, la loi de finances 2016 a pu être adoptée à la majorité. COP 21, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a indiqué à partir de Paris que l'Algérie apportera toute sa contribution pour le succès de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Commentaire de Abdelhak Bouatoura. Dans une déclaration à la presse à son arrivée à Paris, où il doit participer aux travaux de la COP 21, M. Lamamra a souligné que l'Algérie apportera toute sa contribution pour assurer le succès de cette conférence et parvenir à un accord équitable entre les engagements des pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les besoins dictés par leurs objectifs de développement. M. Lamamra a par ailleurs indiqué que le Premier ministre Abdelmalek Sellel exposera les idées innovantes de la position de l'Algérie lors de ce sommet qui reste selon lui le plus important de l'histoire de l'humanité en matière de lutte contre les changements climatiques. L'Algérie, a-t-il ajouté, joue un rôle efficace dans les différentes actions de lutte contre le réchauffement climatique depuis le sommet de Rio de Janeiro au Brésil en 1992, rappelant sa participation active aux réunions préparatoires du sommet de Paris, pré-COP, où elle a coprésidé avec les États-Unis les négociations qui seront sanctionnées par un accord mondial qui sera soumis au vote à la fin du sommet de la COP 21. Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdouhab Nouri, a affirmé de son côté qu'il est très difficile d'aboutir à un accord mondial pour la réduction des effets du réchauffement climatique, tout en appelant les États à agir en urgence pour sauver ce qui peut être sauvé. Il a rappelé que lors de ce sommet, l'Algérie réaffirmera sa volonté de poursuivre les efforts de lutte contre le réchauffement climatique, dans lesquels elle s'est engagée depuis des décennies, mais elle aura besoin, a-t-il ajouté, d'un appui international en matière de financement, de la formation et du transfert des technologies. Toujours dans le même sujet, et au moment où s'amorcent à Paris les travaux de la Conférence mondiale sur le climat, Madame Fatouma Al-Khdari, directrice du Centre scientifique et technique des régions arides, a affirmé ce matin, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, que l'Algérie est parmi les pays les plus vulnérables. Résumé de Nariman Rizgan. Madame Fatouma Al-Khdari, directrice du Centre scientifique et technique des régions arides, entame son intervention en affirmant que l'Algérie, compte tenu de sa situation géographique, figure parmi les pays sur lesquels les incidences du réchauffement climatique risquent d'avoir les effets les plus significatifs. Pour étayer ces affirmations, elle met notamment en avant les phénomènes répétitifs de canicule observés sur des périodes de plus en plus courtes à travers le territoire et dont les conséquences, signale-t-elle, se manifestent déjà sur le secteur de l'agriculture, particulièrement en zone saharienne. Pour limiter les effets de la menace, elle appelle à une réorganisation du calendrier des plantations et des récoltes, mais aussi à une stratégie de gestion plus intelligente des ressources hydriques et de leur réutilisation. Parmi les outils de prévention et de maîtrise du phénomène, elle préconise l'institution nécessaire d'un plan canicule afin de prévenir et de mieux affronter les périodes de forte chaleur sur le pays. À propos des débats inaugurés aujourd'hui dans la capitale française, la chercheuse considère que les conclusions qui en sont attendues doivent l'être sur la base d'une équité
entre nations naties et celles en développement, ces derniers n'étant en rien responsables des changements observés dans l'évolution du climat et qui eux aussi aspirent à se moderniser. C'est aux pays qui ont la plus grosse part dans cette situation qu'il appartient, ajoute-t-elle, à faire le plus d'efforts pour limiter ses effets sur l'environnement et la protection de l'humanité. On reste dans le sujet de l'environnement. L'inscription du droit à la protection de l'environnement dans l'amendement de la future Constitution a été préconisée par M. Kamel Rerzak Bara, conseiller auprès du président de la République. Je souhaite que dans l'amendement de la prochaine Constitution, nous puissions inscrire ce droit dans la Constitution algérienne, a indiqué M. Rerzak Bara dans une allocution à l'occasion d'un séminaire sur le thème des droits de l'homme et l'environnement. Actuellement, il est admis que le droit à l'environnement soit un droit humain de troisième génération, a-t-il dit, précisant qu'il s'agit d'un droit de la solidarité et des peuples. De plus en plus de pays constitutionnalisent ce droit à la protection de l'environnement, a encore expliqué, à l'occasion de ce séminaire organisé par la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, et auquel prennent part plusieurs experts, nationaux et internationaux, en matière de protection de l'environnement. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Algérie, Ba Keïta, a relevé que les objectifs de développement durable s'appuient sur 3 dimensions, sociale, économique et environnementale, appelant ainsi à renforcer et à consolider les acquis des ODD à partir de janvier 2016. La contribution de notre pays à la conférence COP21 de Paris affiche les ambitions de l'Algérie pour la période 2020-2030 en termes d'adaptation face au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et les actions sous-jacentes, notamment en matière d'efficacité énergétique, de promotion de l'utilisation des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Crise libyenne, la 7e réunion ministérielle ordinaire des pays voisins de la Libye se tiendra demain mardi à Alger, a annoncé M. Abdelkader Msahel. Au menu de cette réunion, l'analyse des derniers développements dans la région et préconiser des solutions pour le règlement de la crise libyenne. Abdelhak Bouatoura. Cette rencontre, qui intervient dans le prolongement de celle tenue à N'Djamena, au Tchad, en juin dernier, verra la participation de l'ensemble des pays voisins de la Libye, Algérie, Égypte, Soudan, Niger, Tchad et Tunisie, en plus de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Union européenne, a précisé M. Messahel, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, dans une déclaration à l'agence Algérie Presse Service. La Libye sera représenté à cette réunion à laquelle assistera également le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Martin Kobler, a-t-il ajouté. Comme les précédentes, cette réunion permettra aux pays voisins et aux représentants des organisations régionales et internationales de s'informer mutuellement de la situation en Libye et dans la région et de procéder à l'analyse des derniers développements, a expliqué M. Messahel. C'est aussi une opportunité pour l'Algérie de réitérer son appui au processus en cours sous l'égide des Nations Unies pour accélérer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale capable de mener à bien la période transitoire et de relever les multiples défis auxquels fait face le pays, notamment le terrorisme, a-t-il souligné. Le ministre a rappelé à cet égard les fondamentaux de la position algérienne basée sur la recherche d'une solution politique et pacifique à la crise en Libye, à même de préserver l'unité, l'intégrité territoriale de ce pays frère, sa souveraineté et la cohésion de son peuple. Il a également relevé le rôle de leadership des Nations Unies dans la conduite du processus de paix en Libye et l'engagement franc et constant de l'Algérie aux côtés du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Les syndicats du secteur de l'éducation qui ont signé dimanche à Alger la charte d'éthique éducative avec la ministre de l'Éducation nationale Nouria Ben Ghabrit se sont engagés à assurer la stabilité du secteur. Dans une déclaration à l'issue de la signature de la charte, le secrétaire général de la FNTE, Farhat Chabar, a affirmé que la signature du document répondait à une profonde conviction quant à la pertinence du contenu de la charte, dont l'objectif est d'instaurer un climat serein et stable dans le secteur. Mohamed Hamidet, secrétaire général du SNAPEP, a estimé de son côté que la charte devrait réhabiliter l'école algérienne. Jamal Rouhani, chargé de la formation et relations publiques au SNAPEST, a insisté sur le fait que la charte ait été signée pour une école de qualité. Le secrétaire général du SNTE, Abdelkrim Boudjnah, a souligné que cette charte a pour objectif d'ouvrir de réelles perspectives au secteur en privilégiant le dialogue,
pour mieux participer au développement pour l'intérêt de toutes les parties. L'UNPEF s'est engagée à contribuer à l'explication de cette charte aux travailleurs en vue d'atteindre la stabilité escomptée, a estimé son président Sadr Dziri. Le secrétaire général du SATEF Boualem Amoura a affirmé que cette charte est le fruit de 25 ans d'efforts pour atteindre une école nationale de qualité. La charte a également été signée par les parents d'élèves, représentés par l'Association des parents d'élèves et la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l'éducation et le syndicat du Conseil des lycées d'Alger avaient refusé la signature de cette charte au moment où le ministère a affirmé que les portes restent ouvertes pour les parties qui ne sont pas encore prêtes à signer. Dans le secteur des travaux publics, l'autoroute nord-sud devant relier Blida et El Mnia est en travaux sur un linéaire de 520 km entre la commune de Chifa et la ville de Gardaya, a affirmé le ministre des Travaux publics Abdelkader Ouali. Sujet de Nariman Rezgan. Le reste du projet, soit 300 km entre Gardaya et El Mnea, sera lancé en travaux ultérieurement, a ajouté le ministre, affirmant que les travaux seront exécutés conformément aux normes internationales. Monsieur Ouali a également fait savoir au cours d'un point de presse que le programme de développement des infrastructures de base à travers le pays met à contribution 3400 entreprises. Outre leur impact social, les projets du secteur des travaux publics ont largement contribué à la redynamisation de l'économie nationale, a-t-il souligné. Le ministre évoquant la mise en place d'un groupe de travail pour le suivi, le contrôle et l'accompagnement des projets, en particulier ceux portant sur la réalisation de pénétrantes, a rappelé le changement de comportement salutaire dans la conduite des projets à la faveur d'une réorganisation en matière de gestion des projets. Monsieur Ouali a également souligné l'importance capitale de l'entretien du réseau routier national, affirmant qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'actions ponctuelles ou occasionnelles, mais d'une règle. L'Algérie et la Corée du Sud ont décidé d'annuler à l'amiable le contrat relatif à l'étude et l'aménagement de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, indique un communiqué du ministère de l'Habitat. La décision a été prise lors de la rencontre du ministre du secteur Abdelmajid Tebboune avec l'ambassadeur de Corée du Sud à Alger, Kim Chang-hun, a indiqué la même source qui a précisé que l'annulation du contrat n'aura pas d'impact sur le niveau de coopération entre les deux pays. Le contrat relatif à l'étude et l'aménagement de la nouvelle ville de Sidi Abdallah avait été confié à la société coréenne Kinginam. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de fouille et de ratissage menée près de la commune d'Aghrib, au nord de la ville d'Azazga, ayant permis de mettre hors d'état de nuire 2 terroristes et de récupérer 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tizi Ouzou a découvert et détruit le 29 novembre 2015 16 casemates aménagées, 3 bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des denrées alimentaires, des médicaments, des téléphones portables et d'autres objets. D'autre part, et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, 2 terroristes se sont rendus au niveau du secteur opérationnel de Constantine en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique et une quantité de munitions. Dans l'actualité internationale, la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen s'est montrée ouverte à la participation de troupes syriennes du président Bachar el-Assad à la lutte internationale contre l'organisation terroriste Daesh, rejoignant ainsi la position de la France. Yamina Bahir. Il y a des parties des troupes en Syrie que l'on peut tout à fait prendre, comme dans le cas de l'Irak, où a eu lieu avec succès la formation de troupes locales, a affirmé la ministre conservatrice dimanche soir sur la chaîne de télévision publique TDF. Elle a toutefois insisté sur le fait qu'il n'y aura pas d'avenir avec Assad. Cela est clair, rejoignant ainsi les déclarations du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, qui estime qu'une collaboration avec l'armée syrienne pour lutter contre le groupe terroriste Daesh n'est envisageable que si l'actuel président Bachar al-Assad n'est plus. Si on arrive à une transition politique et que ce n'est plus Bachar qui dirige l'armée syrienne, il peut y avoir des actions communes contre le terrorisme. Mais sous M. Bachar, ce n'est pas possible, a martelé Fabius. Nous travaillons pour une transition politique, a assuré M. Fabius, alors que 2 réunions internationales associant pour la première fois les alliés du régime syrien, Moscou et Téhéran, se sont déroulées en octobre et novembre à Vienne. Cette réunion a permis d'établir une feuille de route prévoyant une réunion de l'opposition et d'éléments du régime syrien d'ici le 1er janvier, la mise en place d'un gouvernement de transition dans les 6 mois et l'élaboration d'une nouvelle constitution avant l'organisation d'élections dans les 18 mois.
Alors que plus de 150 chefs d'État et de gouvernement sont réunis lundi au Bourget, près de Paris, pour la plus grande conférence sur le climat jamais organisée. Le sujet syrien devrait être abordé lors des multiples bilatérales qui auront lieu en marge de la conférence. 2 Israéliens reconnus coupables du meurtre d'un Palestinien brûlé vif. Sanofi, un nouveau vaccin anti-polio en Inde. Une éradication totale approche. Pollution, Pékin suffoque sous un épais brouillard de pollution. Et enfin Russie, le pouvoir défié par la grogne sociale des routiers. C'est Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Baye. Un tribunal de Jérusalem a déclaré lundi 2 juifs israéliens coupables d'avoir enlevé et brûlé vif un adolescent palestinien en 2014. Un meurtre qui avait contribué à l'escalade des violences menant à la guerre de Gaza. Le tribunal a suspendu son jugement contre un troisième homme, le meneur du groupe, dans l'attente de l'examen de son état mental. Dans son jugement, le tribunal dit que les 3 accusés, un adulte et 2 mineurs, ont bien enlevé et assassiné Mohamed Abou Khaydar en juillet 2014. Mais il ne prononce pas encore de peine et dit que dans le cas de l'adulte, il devra déterminer s'il est ou pas pénalement responsable. Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé ce lundi la première livraison d'un nouveau vaccin injectable contre la poliomyélite en Inde, étape capitale vers l'éradication de cette maladie qui frappe principalement les enfants de moins de 5 ans. La division vaccin de Sanofi, Sanofi Pasteur, indique dans un communiqué que la première livraison du Shan EPV, un tout nouveau vaccin polio inactivé injectable produit par sa filiale Shanta Biotechnique à Hyderabad, sera effectif dans les tout prochains jours. Il ne reste plus que 2 pays au monde, l'Afghanistan et le Pakistan, où la polio est encore endémique, c'est-à-dire où le virus polio à l'état sauvage se transmet toujours entre les membres de la communauté. Pékin et les autres villes de la Chine du Nord suffoquées ce matin sous un épais brouillard polluant d'une densité record cette année. Au même moment s'ouvre de la conférence de Paris sur le climat que le président chinois Xi Jinping s'est engagé à galvaniser. Avec des températures hivernales en dessous ou autour de zéro, la capitale chinoise était noyée dans une brume blanchâtre imprégnée d'une forte odeur de charbon et la densité de particules dangereuses y était supérieure de plus de 20 fois à celle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une grogne d'une ampleur rare en Russie. Visée par une nouvelle taxe, les chauffeurs routiers multiplient barrages et opérations escargot de Sibérie au Caucase, prenant de court les autorités soucieuses d'éviter une crise sociale. Une taxe décidée sans concertation, un contrat accordé sans appel d'offres au fils d'un oligarque, une entrée en vigueur en pleine crise économique mal préparée techniquement. Les raisons de mécontentement s'accumulent concernant Platon, système qui prélève depuis le 15 novembre des redevances kilométriques aux transporteurs routiers empruntant les routes fédérales. Le gouvernement espère collecter plus de 500 millions d'euros l'année prochaine avec cette taxe destinée à financer l'entretien du réseau routier. C'était la voix de Neriman Rezgan. L'émir Abdelkader a reconnu les droits des prisonniers de guerre en 1837, soit 27 ans avant l'approbation de la Convention de Genève, ont indiqué les participants au premier colloque international sur l'humanisme chez l'émir Abdelkader, ajoutant que le monde d'aujourd'hui a encore besoin de ces idées. Dans un message adressé aux participants au colloque international sur l'humanisme chez l'émir Abdelkader, le ministre des Moudjahidines a précisé que l'émir Abdelkader avait défini en 1837 les droits des prisonniers et des blessés de guerre, soit 27 ans avant l'approbation de la Convention de Genève, et élaboré en 1843 un décret militaire approuvé par les chefs et les dignitaires des tribus, ainsi que les oulémas, interdisant la pratique de la torture contre les prisonniers de guerre et leur liquidation physique. Le décret concède les droits moraux aux prisonniers, permettant aux curés de leur rendre visite dans les camps de détention. L'émir Abdelkader a appliqué les principes de l'islam, même à l'exil, à savoir en Syrie où il avait protégé des chrétiens druzes, suscitant admiration et éloge de rois et gouverneurs d'Europe à l'époque. Pour Mohamed Selenek de l'université d'Uludag en Turquie, le monde d'aujourd'hui a besoin des idées de l'émir Abdelkader pour combattre la corruption et faire cesser les guerres qui font rage dans plusieurs pays, en l'absence de la culture de fraternité, de tolérance et de dialogue. Cette culture fait partie de la personnalité de l'émir en tant que dirigeant militaire, soufi, philosophe et penseur, a-t-il souligné, estimant que la personnalité de l'émir Abdelkader doit être suivie comme modèle. Le colloque est initié par le laboratoire des recherches sociales et historiques et la faculté des sciences humaines de l'université Mustafa Stambouli de Mascara, avec le concours de la faculté de théologie de l'université de Uldag, de la ville de Bursa en Turquie.
Sport Cannes 2015 des moins de 23 ans, l'Algérie a fait match nul face à l'Égypte, grand favori du tournoi lors de la première journée de la compétition, espérant ainsi garder ses chances de se qualifier au second tour. Résumé de cette première journée avec Abdelhak Bouatoura. L'Égypte et l'Algérie ont fait match nul 1-1 dimanche lors de la première journée de la poule B de la CAN des moins de 23 ans qui se joue au Sénégal. Kaharabak, à la 54e minute, a ouvert le score pour l'Égypte. Farhat, à la 68e minute, a égalisé pour l'Algérie. Grâce à ce but égalisateur signé Farhat, l'Algérie espère passer au second tour. Le Nigeria a battu le Mali 3-2. Olufawemi à la 16e et 45e minute et Osman ont marqué les buts du Nigeria. Le Mali a réduit le score par Adama Niane sur penalty et Souleymane Sissoko. Samedi, pour le compte de la poule A, le Sénégal a surclassé l'Afrique du Sud 3-0 et la Tunisie a disposé de la Zambie sur le score de 2-1. Le Sénégal est logé dans la poule A aux côtés de l'Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Zambie. Le groupe B, logé à Hambourg, regroupe les équipes d'Algérie, d'Égypte, du Mali et du Sénégal. Les 3 sélections classées en tête du championnat représenteront l'Afrique au tournoi masculin des Jeux olympiques de Rio en 2016. Après de longues semaines d'attente et d'angoisse pour la famille de l'enfant disparu Islam, vient enfin le dénouement. Les services de la gendarmerie nationale ont réussi à retrouver Islam à Oran, au grand bonheur de sa famille et de ses proches. La famille d'Islam a tenu à partager sa joie avec l'équipe de Numidia TV en faisant le déplacement au siège de notre chaîne juste après avoir retrouvé son enfant. Par ce geste, les proches d'Islam marquent leur sympathie envers notre chaîne qui a été la première à alerter l'opinion publique nationale. Et ça a donné des images pleines de joie et d'émotion. Après une longue attente, vient enfin le redénouement. L'enfant Islam retrouve sa famille, les images parlent d'elles-mêmes. La joie de son père et des membres de sa famille est incommensurable et n'a d'égal que la grande angoisse des 15 jours d'attente. Ainsi, et après l'appel lancé par Numidia TV, à partir de la maison familiale située à Bouira, dès les premiers jours de la disparition, les services de sécurité, après plusieurs jours d'enquête, réussissent à retrouver Islam dans la wilaya d'Oran. Sa famille a voulu partager sa joie avec Numidia TV. Avant de rejoindre le domicile familial à Bouira, elle s'est rendue au siège de la chaîne et avec elle Islam, l'enfant chéri, qui retrouve enfin le sourire. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.